Savais-tu que le monde produit plus de 20 millions de tonnes d'huile de tournesol par an? C'est tellement d'huile que, si on la mettait dans des bouteilles d'1 litre alignées côte à côte, on pourrait faire presque 4 fois le tour de la Terre. Et pourtant, peu de gens imaginent vraiment comment ce liquide doré naît, à partir d'une fleur à la fois délicate et incroyablement puissante. Derrière chaque goutte, il y a des machines qui écrasent des milliers de graines par minute, des températures extrêmes et un processus industriel digne d'un laboratoire futuriste. Et le plus impressionnant, c'est que pour produire un seul litre d'huile, il faut presque 3 kilos de graines. Comment la nature et l'ingénierie parviennent-elles à transformer quelque chose d'aussi fragile qu'une fleur en un produit aussi pur, stable et essentiel dans notre cuisine? Aujourd'hui, tu vas plonger dans la fascinante odyssée qui transforme un champ de fleurs en des millions de bouteilles d'huile parfaitement limpides. Des plantations à la presse, du raffinage à la mise en bouteille, tu vas découvrir le spectacle caché derrière le rayon de ton supermarché. Avant de commencer ce voyage fascinant, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant à la chaîne, parce que les coulisses de l'industrie ne font que commencer. Et l'épisode d'aujourd'hui risque bien de te surprendre. Avant qu'une seule goutte d'huile n'existe, tout commence dans des champs qui ressemblent à des mers jaunes, s'étendant à perte de vue. Le tournesol n'est pas seulement une belle fleur, c'est une véritable centrale naturelle à huile végétale. Chacune de ces graines renferme en moyenne jusqu'à 45% de matière grasse, un chiffre extrêmement élevé pour une plante cultivée. Les variétés utilisées sont choisies avec une précision quasi scientifique. Certaines lignées produisent plus d'huile, d'autres supportent mieux le froid, la sécheresse ou les maladies. En Europe, la culture se concentre surtout dans les régions au climat sec et ensoleillé, où les fleurs suivent le soleil comme des antennes naturelles en quête d'énergie. Mais le vrai secret de la productivité moderne, c'est la technologie. Des drones survolent les parcelles pour mesurer l'humidité du sol, le développement des plantes et détecter à l'avance des zones de stress. Des tracteurs guidés par GPS réalisent les semis avec une précision de quelques centimètres, garantissant que chaque graine dispose exactement de l'espace dont elle a besoin pour se développer. Et il y a un détail étonnant. Le tournesol fait partie des plantes capables de nettoyer les sols en absorbant certains métaux lourds, ce qui contribue à améliorer la qualité de la terre pour les cultures suivantes. Autrement dit, en plus de produire de l'huile, il participe à la régénération de l'environnement qui l'entoure. Quand les fleurs arrivent à maturité et que les pétales commencent à tomber, c'est le signe que l'huile s'est formée à l'intérieur des graines. En à peine une centaine de jours, un champ autrefois vert et fleuri se transforme en tonnes de matière première, prête à être récoltée mécaniquement. Un hectare bien conduit peut fournir jusqu'à 1500 litres d'huile, de quoi remplir environ 3000 bouteilles familiales. C'est le premier maillon d'une chaîne impressionnante que tu vas suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Lorsque le champ de tournesol atteint le stade idéal, le paysage change complètement. Les fleurs autrefois dressées vers le ciel sont maintenant courbées, lourdes de graines. C'est à ce moment que commence le ballet des gigantesques moissonneuses-batteuses. Ces machines sont de véritables monstres agricoles, pesant plus de 10 tonnes. Leurs barres de coupe avancent comme des mâchoires métalliques avalant des centaines de capitules par minute. À l'intérieur de la moissonneuse, une succession de batteurs, ventilateurs et grilles réalisent un travail d'une précision incroyable. Les graines sont séparées des tiges sèches, des feuilles et des débris. Un système de grilles vibrantes et de convoyeurs transporte, secoue et trie le tout, jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus que des graines. En une seule journée de travail, une machine peut récolter l'équivalent de dizaines de terrains de football. Les graines ainsi collectées sont déchargées dans de grandes remorques qui les transportent jusqu'aux usines de première transformation, où commence la phase de séchage. L'objectif est de réduire l'humidité naturelle des graines à environ 8%, le point idéal pour éviter le développement de moisissures et préserver la qualité de l'huile. L'air chaud qui circule dans les longs tunnels de séchage métallique peut atteindre 70 degrés Celsius, suffisamment pour évacuer l'excès d'eau, mais sans dégrader la richesse en huile. Une fois cette étape franchie, le bruit des champs laisse place au vacarme de l'usine. Les graines sont désormais prêtes pour la phase la plus intense du processus. L'extraction de l'huile, là où des tonnes de graines sont passées au travers de machines capables d'exercer des forces qui écraseraient littéralement l'acier ordinaire. Maintenant que les graines sont sèches et nettoyées, elles entrent dans le véritable cœur de la fabrique, un univers où la pression, la chaleur et l'ingénierie se combinent pour libérer l'huile enfermée dans chaque graine. Le premier passage se fait dans des broyeurs ou des laminoirs en acier tournant à très grande vitesse, qui transforment les graines en fins flocons. Cette préparation est cruciale. Plus la graine est aplatie, plus l'huile s'extrait efficacement. Ces flocons sont ensuite envoyés vers d'immenses presses continues, de longs cylindres métalliques parfois longs de plusieurs dizaines de mètres. À l'intérieur, des vis sans fin, des segments de compression et des chambres de pression agissent ensemble pour presser progressivement la matière.
La force exercée peut dépasser 400 tonnes par centimètre carré. C'est tellement élevé que l'huile semble saigner des graines, s'échappant par de petites ouvertures tandis que le tourteau sec, le résidu solide, est expulsé à l'autre extrémité. Le liquide doré ainsi libéré est recueilli dans des bacs et dirigé vers des cuves de décantation où la gravité fait son œuvre. Les particules solides plus lourdes se déposent au fond, tandis que l'huile surnage. En parallèle, le tourteau n'est pas jeté. Il sera valorisé comme aliment pour le bétail ou matière première pour d'autres industries. Rien ne se perd, tout est réutilisé. Et pour mesurer l'ampleur de l'opération, il suffit d'un chiffre. En une seule heure, une ligne de presse industrielle peut traiter plus de 100 tonnes de graines, en extrayant jusqu'à 45 000 litres d'huile brute. L'ambiance est unique, chaleur permanente, odeur de graines toastées, grondement continu des moteurs et des engrenages. Tout est pensé pour tirer le maximum de chaque graine avant que l'huile ne parte vers l'étape suivante, celle du raffinage, où le liquide encore sombre et odorant deviendra limpide et neutre. L'huile qui sort des presses est très loin de ressembler au liquide clair et brillant que tu connais. Elle arrive dans les cuves de raffinage épaisses, foncées, avec un goût et une odeur marquée de graines grillées. C'est dans cette partie de l'usine que commence la véritable alchimie de la purification, où chaque étape joue un rôle bien précis. La première phase s'appelle la neutralisation. On mélange à l'huile brute une solution de soude caustique, de l'hydroxyde de sodium. Cette réaction chimique permet de capter les acides gras libres et certaines impuretés, formant une sorte de savon qui sera ensuite éliminé par lavage à l'eau chaude. À l'issue de cette étape, l'huile devient plus douce, moins acide et plus stable. Vient ensuite la décoloration. On ajoute à l'huile une argile spéciale appelée terre de décoloration ou terre décolorante. Cette poudre a la capacité d'absorber les pigments colorés, certains résidus de phospholipides et d'autres composés indésirables. Le mélange est maintenu à environ 90 degrés Celsius dans des cuves fermées, sous agitation constante, puis filtré à travers des filtres à plaques en acier. La terre chargée d'impuretés reste prisonnière des filtres, tandis que l'huile, désormais plus claire, poursuit sa route. À ce stade, elle a déjà gagné en transparence, mais il lui reste encore une signature bien identifiable, son odeur. Car oui, chaque huile a son parfum de fabrique. Dans le cas du tournesol, l'arôme rappelle celui des graines grillées, avec une légère note fumée. Pour beaucoup d'utilisations alimentaires, on recherche pourtant une huile neutre, presque sans goût ni odeur. C'est le rôle de l'étape suivante, la désodorisation, qui va littéralement effacer la mémoire olfactive de l'huile. Même après ce raffinage, l'huile de tournesol doit affronter un dernier test technologique avant de pouvoir briller en rayon, la désodorisation. C'est la touche finale de la purification, un jeu subtil entre chaleur extrême, vide poussé et temps de contact contrôlé au millimètre. L'huile entre dans de grandes colonnes en acier inoxydable, les colonnes de désodorisation. À l'intérieur, elle est chauffée jusqu'à environ 200 degrés Celsius, parfois un peu plus, sous un vide très élevé. Dans ces conditions, on injecte de la vapeur d'eau surchauffée qui traverse l'huile. Cette vapeur entraîne avec elle les molécules volatiles responsables des odeurs et de certains goûts résiduels. Tout est hypersensible. Si la température dépasse les limites, l'huile risque de s'oxyder ou de se dégrader. Si elle est trop basse, les composés indésirables restent présents. Des capteurs numériques surveillent en permanence température, pression, débit de vapeur et niveau de vide. Les vannes et automatismes ajustent le procédé en temps réel. Le résultat est un liquide clair, brillant, dépourvu d'odeur marquée, le standard de pureté recherché par l'industrie alimentaire. À ce stade, chaque goutte a déjà parcouru des dizaines de mètres de tuyauterie, traversé des cuves, des colonnes et des filtres, pour atteindre les grands réservoirs finaux, entièrement nettoyés et désinfectés, où l'huile repose en attendant la mise en bouteille. L'huile de tournesol, qui a traversé toutes ces phases de raffinage, ne peut toujours pas être vendue directement. Avant, elle doit passer par le verdict du contrôle qualité. C'est le travail des laboratoires internes, de véritables gardiens de la pureté. Dans ces salles blanches, des techniciens en blouse blanche prélèvent des échantillons de chaque cuve. Le premier paramètre mesuré est l'indice d'acidité. Si la valeur dépasse un seuil très strict, par exemple 0,2%, le lot entier peut être bloqué, voire rejeté. Ensuite viennent les tests de couleur, d'odeur et de transparence, réalisés à l'œil, mais aussi avec l'aide de capteurs optiques capables de détecter des particules invisibles à l'œil nu. Certains laboratoires utilisent des spectrophotomètres, des appareils qui mesurent la façon dont la lumière traverse l'huile. La moindre variation anormale peut révéler la présence d'impuretés, d'oxydation ou de défauts. Le test de stabilité thermique, lui,
consiste à chauffer l'huile pendant plusieurs heures pour vérifier qu'elle ne s'assombrit pas et ne développe pas de dépôt. C'est impressionnant de se dire que ce produit si banal en rayon est en réalité un liquide certifié, mesuré et testé sous tous les angles avant d'arriver dans ta cuisine. À ce stade, l'huile de tournesol est, littéralement, un produit de laboratoire, validé goutte après goutte. Une fois que tous les indicateurs sont au vert, les grands réservoirs sont enfin autorisés à alimenter la prochaine étape, celle qui transforme ce liquide en produit fini, la mise en bouteille automatisée. Après son feu vert en laboratoire, l'huile de tournesol se dirige vers le secteur le plus spectaculaire de la fabrique, la chaîne d'embouteillage. C'est là que le liquide doré adopte son visage commercial et devient l'huile que tu reconnais sur les étagères. Tout commence lorsque les réservoirs géants envoient l'huile, via des pompes, vers des lignes de remplissage haute vitesse. Sur de longs convoyeurs en acier ou en plastique, des centaines de bouteilles en plastique ou en verre avancent en file indienne. Des capteurs repèrent chaque bouteille et la positionnent exactement sous une buse de remplissage. En quelques fractions de secondes, la quantité exacte d'huile est dosée et versée. Sur une seule ligne, on peut remplir jusqu'à 15 000 bouteilles par heure, parfois plus dans les usines les plus modernes. Le bruit est continu. Cliquetis des valves, vrombissement des moteurs, frottement des convoyeurs. Les bouchons sont alimentés automatiquement par des trémies, orientés dans le bon sens puis vissés ou sertis sur les goulots. Des systèmes de contrôle par vide ou par pression vérifient que chaque bouteille est parfaitement fermée. Ensuite, les bouteilles passent dans des machines d'étiquetage qui apposent les informations obligatoires. Marque, volume, valeur énergétique, date limite de consommation, numéro de lot, origine. Des bras robotisés saisissent ensuite les bouteilles par paquet et les regroupent en packs enveloppés dans un film plastique rétractable, chauffé pour se tendre parfaitement. Les packs sont ensuite disposés sur des palettes, prêtes pour le stockage et l'expédition. Tout ce balai n'est possible que grâce à un système centralisé de contrôle qui surveille en temps réel le débit, la pression, la température et la cadence de chaque machine. Une légère variation sur une ligne peut être corrigée immédiatement pour éviter des pertes ou des bouchons. C'est une véritable chorégraphie industrielle gouvernée par des capteurs et des algorithmes. Une fois emballée, l'huile de tournesol quitte la zone de production pour rejoindre d'immenses entrepôts de stockage climatisés. Ces bâtiments peuvent couvrir l'équivalent de plusieurs terrains de football, avec des rayonnages de palettes montant parfois jusqu'à 8 mètres de haut. Chaque palette contient des centaines, voire plus d'un millier de bouteilles, et des chariots élévateurs électriques se déplacent en continu pour les positionner ou les récupérer. Des étiquettes électroniques et des puces de type RFID permettent de savoir en permanence où se trouve chaque lot, quand il a été produit et vers quelle destination il est programmé. Une grande usine peut expédier jusqu'à plusieurs centaines de tonnes d'huile de tournesol par jour, soit l'équivalent de centaines de milliers de bouteilles. Les camions partent vers les centres logistiques des grandes enseignes, les grossistes, les industries agroalimentaires ou même les ports, lorsque l'huile est destinée à l'exportation. Comme l'huile est sensible à la chaleur et à la lumière, les flux logistiques sont optimisés. Chargement rapide, trajet parfois nocturne, stockage à l'abri des fortes températures. Même une fois sorti de l'usine, des contrôles sont encore réalisés dans certains dépôts pour s'assurer que la qualité reste parfaitement conforme. Après tout ce trajet, il devient difficile de regarder une simple bouteille d'huile de tournesol sans percevoir la démesure industrielle qui se cache derrière. Car ce liquide ne sert pas qu'à frire des frites ou assaisonner des salades. C'est aussi l'une des huiles les plus polyvalentes au monde. Au-delà de la cuisine, l'huile de tournesol est utilisée comme base pour de nombreux cosmétiques, crèmes, lotions et produits de soins, grâce à sa texture légère et à sa richesse en vitamine E. Elle peut servir de lubrifiant industriel léger, d'ingrédients dans des peintures, et même de matière première pour des biocarburants. Dans certaines régions d'Europe, des tracteurs agricoles roulent déjà avec des huiles végétales pures, proches de celles utilisées en cuisine. Des chercheurs explorent également son potentiel comme matière première pour produire des plastiques plus durables ou des résines plus respectueuses de l'environnement, capables de remplacer partiellement les dérivés du pétrole. En d'autres termes, la même fleur qui colore les champs en jaune pourrait contribuer à réduire un jour une partie des déchets plastiques de la planète. Et voici une dernière curiosité. Le tournesol est l'une des rares plantes qui suivent le soleil du lever au coucher. Ce mouvement, appelé héliotropisme, est presque une métaphore parfaite du processus que tu viens de découvrir. Une recherche constante de lumière, d'énergie et de transformation. De la petite graine semée dans un champ aux palettes empilées dans les entrepôts, chaque étape de ce cycle est un mélange d'ingéniosité humaine et de collaboration avec la nature. Dis-moi honnêtement, avant cette vidéo, tu pensais vraiment à tout ce processus qu'il y a derrière une bouteille d'huile avant d'arriver dans ta cuisine ou tu n'y avais jamais réfléchi? Partage ta réaction dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, ajoute un pouce bleu à cette vidéo.
Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour continuer à découvrir les coulisses incroyables des usines qui font tourner le monde. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. À première vue, cela ressemble à un simple condiment, mais le sel rose de l'Himalaya est bien plus que cela. Sa teinte rosée fascine, son prix surprend, et sa présence dans les spas, les cuisines gastronomiques et les boutiques de bien-être l'a transformé en un symbole mondial de luxe et de pureté. Ce qui est étonnant, c'est que, chimiquement, il est identique à 98% au sel de table classique. Alors, pourquoi peut-il coûter jusqu'à 30 fois plus cher? Qu'a-t-il de si particulier? Certains affirment qu'il possède des vertus curatives, d'autres dénoncent une supercherie marketing. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que son origine est absolument fascinante. Ce sel s'est formé il y a plus de 250 millions d'années, prisonnier sous terre depuis l'ère des dinosaures. Aujourd'hui, des centaines de milliers de tonnes de ce minéral ancestral sont extraites chaque année d'une mine située au Pakistan, travaillées avec une précision presque chirurgicale, puis transformées en cristaux étincelants destinés à illuminer des étagères partout dans le monde. Mais comment se déroule vraiment ce voyage? Qu'y a-t-il derrière cette lueur rosée qui nous intrigue tant? Restez avec nous, car nous allons découvrir le long et surprenant parcours du sel le plus célèbre de la planète. L'histoire du sel rose de l'Himalaya ne commence pas dans une cuisine luxueuse ni dans une boutique de produits bio. Elle débute il y a plus de 250 millions d'années, lorsque d'immenses océans primordiaux recouvraient ce qui est aujourd'hui l'Asie du Sud. Peu à peu, ces mers se sont évaporées, laissant derrière elles d'énormes couches de sel, ensuite enfouies par les mouvements tectoniques et la pression géologique. C'est ainsi qu'ont vu le jour les gisements de sel les plus anciens et les plus purs du monde. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce sel n'est pas directement extrait de l'Himalaya, mais de la mine de Keoura, au Pakistan, située à plus de 300 km de la chaîne de montagnes. Là-bas, dans un labyrinthe souterrain de plus de 40 km de galeries, repose l'un des gisements les plus impressionnants de la planète. On estime qu'il contient près de 6,7 milliards de tonnes de sel. Sa découverte, elle, tient presque de la légende. On raconte qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les chevaux de l'armée d'Alexandre le Grand auraient léché des roches rosées de la région, révélant ainsi ce trésor enfoui. Cet épisode marqua le début d'une relation millénaire entre l'être humain et ce sel. Pendant des siècles, les populations locales l'ont extrait à petite échelle, l'utilisant comme conservateur, comme monnaie ou encore comme remède traditionnel. Mais ce n'est que récemment, avec l'essor du commerce mondial et des tendances liées au bien-être, que le sel rose est devenu un phénomène culturel et commercial. Sa couleur caractéristique vient de faibles concentrations d'oxyde de fer et de plus de 80 minéraux traces comme le calcium, le magnésium ou le potassium, bien qu'il ne représente qu'environ 2% de sa composition totale. Ce sont eux qui lui donnent sa teinte unique et sa réputation de sel santé. Pourtant, au-delà de ses propriétés chimiques, ce qui fait vraiment sa valeur, c'est son histoire. Fossile d'un océan disparu, comprimé durant des millions d'années, préservé intact sous des tonnes de roches, il est aujourd'hui extrait à la main dans l'un des environnements les plus extrêmes du globe. Ce n'est pas seulement du sel, c'est de la géologie vivante, un vestige du passé qui orne aujourd'hui nos tables de son éclat mystérieux. Dans le paysage aride du nord du Pakistan, au pied des collines du Pendchab, se cache une merveille souterraine, la mine de sel de Keoura. C'est la deuxième plus grande au monde et elle fonctionne presque sans interruption depuis sa découverte, il y a plus de 2000 ans. Vue de l'extérieur, elle ressemble à un simple complexe industriel. Mais en franchissant son entrée, on pénètre dans un vaste labyrinthe de tunnels rosés, de chambres d'extraction et de galeries s'étendant sur plus de 40 km sous la surface. Chaque jour, environ 500 mineurs descendent jusqu'à 300 mètres de profondeur pour extraire des blocs de sel qui reposent là depuis bien avant la formation des continents tels que nous les connaissons. Contrairement à d'autres industries minières, ici, la vitesse et le volume ne priment pas sur tout. Le procédé est méticuleux. On commence par percer à la main, ou à l'aide de machines lourdes, de petites cavités dans les parois de sel massif. Ensuite, on place des charges explosives avec une précision chirurgicale. La détonation doit libérer les blocs sans altérer leur structure cristalline. Le processus ressemble plus à une opération médicale qu'à une exploitation industrielle. Chaque explosion dégage d'énormes blocs pesant entre 50 et 200 kg, transportés ensuite manuellement ou sur de petits wagonnets jusqu'à la surface. Les morceaux les plus purs et translucides sont réservés à l'usage gastronomique ou décoratif, tandis que ceux présentant des impuretés servent à des usages industriels.
Les conditions de travail sont rudes. La température avoisine les 30 degrés Celsius, l'humidité est écrasante, l'air est lourd, et chaque geste demande une énergie considérable. Les mineurs enchaînent des heures de travail sans voir la lumière du jour, armés de marteaux, de perceuses et d'une endurance impressionnante. Pourtant, la mine est bien vivante. Certaines de ces galeries les plus anciennes se sont transformées en attractions touristiques, abritant des structures sculptées dans le sel, des mosquées, des statues et même un petit train traversant une partie des tunnels. Et malgré une extraction annuelle de près de 400 000 tonnes, à peine 1% du gisement a été exploité. Ce trésor pourrait durer encore plusieurs siècles. Maintenant que nous avons vu comment ce sel millénaire est extrait, intéressons-nous à la prochaine étape, sa transformation en produit de luxe. Une fois les blocs de sel remontés des entrailles de la mine, commence un processus totalement différent, le passage de la matière brute à un produit raffiné. Mais avant de briller dans les rayons des boutiques ou sur les assiettes des restaurants, chaque fragment de sel rose subit un contrôle rigoureux. Tout débute dans les aires de stockage en plein air, où les blocs sont déposés en immenses tas. Là, une première inspection visuelle permet de séparer les morceaux les plus clairs et les plus transparents, destinés à la consommation, des blocs plus sombres ou imparfaits, réservés à un usage industriel ou décoratif. Ensuite, les blocs choisis sont acheminés vers les usines de transformation. Contrairement à d'autres sels raffinés chimiquement, le sel rose bénéficie d'un traitement plus naturel. Il est d'abord lavé à l'eau sous pression, afin d'éliminer poussière, éclats et résidus d'extraction. Ce lavage est minutieusement contrôlé pour éviter que l'eau ne dissolve les cristaux. Puis, il passe par des tamis vibrants qui filtrent les impuretés restantes et trient le sel selon la taille des morceaux. C'est à ce moment que commence sa métamorphose esthétique. Les plus gros blocs sont broyés en fragments plus petits, puis réduits en grains fins, moyens ou gros, selon leur destination. Ici, la technologie joue un rôle clé. Des scanners optiques analysent chaque lot pour vérifier la pureté visuelle et la régularité de la couleur. Seuls les cristaux répondant aux critères les plus stricts sont ensuite séchés et conditionnés. Mais le sel rose ne finit pas toujours dans nos assiettes. Une part importante est taillée à la main en blocs, assiettes, bols ou lampes. Ces créations passent par des ateliers spécialisés, où des scies à lame renforcées découpent la matière, refroidie en continu par de l'eau pour éviter toute surchauffe. Les artisans polissent ensuite chaque pièce pour révéler ses veines internes et sublimer sa couleur, transformant un simple minéral en objet esthétique. D'autres usines produisent des sels de bain, des exfoliants ou des pierres de massage, profitant de l'image de bien-être associée à ce produit. Même si la science reste prudente sur ses réels bénéfices pour le corps, sa valeur symbolique et visuelle est indéniable. Qu'il s'agisse de grains sublimant un plat ou de lampes éclairant un spa, le sel rose a accompli un exploit. Passé du statut de fossile marin préhistorique à celui d'icône contemporaine du luxe naturel. Aujourd'hui, le sel rose de l'Himalaya est bien plus qu'un simple assaisonnement. C'est une véritable marque, un produit qui, grâce au marketing, s'est entouré d'une aura quasi magique. On lui attribue des vertus variées. Améliorer la circulation, réduire le stress, purifier l'air, équilibrer le pH du corps, voire protéger contre les radiations électromagnétiques. Mais qu'en dit réellement la science? D'un point de vue chimique, ce sel reste du chlorure de sodium, comme tout autre. 98% de sa composition est identique à celle du sel de table. Les 2% restants correspondent à des traces de minéraux comme le fer, le calcium ou le magnésium, responsables de sa couleur et de son goût distinctif. Cependant, ces quantités sont si faibles qu'elles n'apportent aucun avantage nutritionnel notable. Malgré tout, le récit qui l'entoure a suffi à le transformer en symbole aspirant au bien-être et au naturel. Il ne se vend pas seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Pureté, ancienneté, mysticisme. Et dans un monde obsédé par l'authenticité et le naturel, cela a une valeur inestimable. Au Pakistan, 1 kilo peut coûter moins d'$1. Mais une fois emballé, transformé et exporté, il peut se vendre 10, 20, voire 30 fois plus cher dans les boutiques occidentales. Quant aux produits dérivés, lampes, salières artisanales ou accessoires de bien-être, ils atteignent parfois des prix encore plus élevés, surtout lorsqu'ils s'accompagnent de notions comme l'énergie, la détente ou la purification. En résumé, la véritable force de ce sel ne réside pas seulement dans son goût. Elle réside dans son histoire, son esthétique et le récit marketing qui l'entoure. C'est l'exemple parfait d'un minéral préhistorique devenu, grâce à une narration captivante, l'un des sels les plus convoités de la planète. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.